Bonjour à tous, on va commencer ensemble ce topo de neurologie, pas sur la maladie de Parkinson, mais sur les syndromes parkinsoniens atypiques. Alors il y a une maladie de Parkinson, mais beaucoup de syndromes parkinsoniens atypiques. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez au taquet sur votre clinique de base de la maladie de Parkinson, pour que dès qu'il y a un truc qui cloche, dès qu'il y a un red flag, vous sachiez l'identifier et remettre en cause le diagnostic de maladie de Parkinson idiopathique. Alors, on va détailler ensemble les différents syndromes parkinsoniens. Je préfère commencer par parler du syndrome parkinsonien iatrogène, vasculaire, ainsi que de la paralysie supranucléaire progressive, car vous verrez qu'il n'y a que ces trois syndromes-là qui vont vous donner un syndrome parkinsonien symétrique. Tous les autres, que ce soit la maladie de Parkinson idiopathique, l'AMS, la dégénérescence cortico-basale, la maladie de Wilson ou encore les démences à corps de Lewy, vont vous donner un syndrome parkinsonien asymétrique. Petite note d'ailleurs sur les syndromes parkinsoniens en général, ils sont peu, voire insensibles au traitement par L-DOPA. En ce qui concerne les syndromes parkinsoniens iatrogènes, on aura un syndrome akinétorigide symétrique au premier plan, avec d'autres signes qui peuvent être des signes considérés comme des signes de surdosage, donc dystonie, dyskinésie, mais aussi une acathysie, cette impossibilité à rester sur place. Beaucoup de neuroleptiques ont des effets secondaires extra-pyramidaux. Donc, si on est obligé de laisser ce traitement psychiatrique, par exemple, mettons qu'il était sous olanzapine, on va faire un switch par clozapine, le Leponex. À noter que ce syndrome parkinsonien iatrogène va apparaître dès les 3 premiers mois. Le syndrome parkinsonien vasculaire va être lui aussi symétrique. On aura une prédominance de troubles de la marche avec festination, des troubles de l'équilibre postural touchant à fond la moitié inférieure du corps. Par contre, vous n'aurez pas tellement de signes au niveau des membres supérieurs. C'est pour ça qu'on utilise le terme de lower body parkinsonisme. Il y aura un freezing précoce et c'est ça qui va devoir vous alerter. On aura aussi un syndrome pseudo-bulbaire. On va faire un petit point sur tout ce qui est syndrome pseudo-bulbaire. C'est quand vous avez une atteinte bilatérale des faisceaux pyramidaux corticobulbaires, c'est les faisceaux géniculés, ce qui va vous donner une paralysie des muscles innervés par le bulbe. On peut donc retrouver des rotes vifs qui vont être diffusés. On peut avoir un signe de Babinski positif, ce qui est complètement aberrant dans une maladie de Parkinson. Et donc, en ce qui concerne les signes d'atteinte pseudobulbaire, vous aurez une labilité émotionnelle avec des rires et des pleurs spasmodiques. Vous aurez aussi une paralysie labio-glossopharyngée, ce qui va vous donner pas mal de signes, donc des troubles de la phonation avec une voix complètement nasonnée, des fausses routes, des dysphagies, des reflux alimentaires qui peuvent même passer par le nez, et des difficultés à effectuer des mouvements rapides de la langue et de la lèvre. Mais vous vous apercevrez qu'il n'y a aucune amyotrophie au niveau des muscles de la langue, alors qu'il y a une amyotrophie dans le syndrome bulbaire, due à une dénervation. Au niveau de l'imagerie, il faudra vous intéresser aux noyaux gris centraux, qui seront le siège de pas mal de micro-infarctus, qui va donner ce syndrome parkinsonien vasculaire. La paralysie supranucléaire progressive, elle aussi, elle va donner un syndrome parkinsonien symétrique, une hypertonie axiale, mais surtout des chutes précoces. Et ça, c'est pas normal. Un patient qui a la maladie de Parkinson idiopathique peut chuter, mais après beaucoup d'années d'évolution. Par contre, un patient qui vient de suite parce qu'il chute plusieurs fois par jour, là, il va falloir remettre en cause le diagnostic. Vous aurez aussi un rétrocolis. Un rétrocolis, c'est un peu comme ces patients un peu âgés qui ont une camptocornie, qui sont penchés vers l'avant. Là, au contraire, ils sont complètement penchés en arrière. C'est comme une tour de Pise inversée. Enfin, chacun a sa façon de voir les choses. Vous aurez aussi du coup une paralysie oculomotrice volontaire. Cette paralysie oculomotrice est caractéristique de la PSP, mais elle peut manquer dans 30% des cas, donc c'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause le diagnostic. Elle va d'abord toucher le regard vers le bas, donc une paralysie oculomotrice verticale, et elle peut ensuite toucher le regard horizontal. À noter aussi dans cette pathologie un déclin cognitif rapide, avec notamment un syndrome pseudobulbaire, donc avec les signes qu'on a vus tout à l'heure, mais aussi un syndrome frontal et un syndrome dysexécutif. Donc c'est une clinique assez riche. L'atrophie multisystématisée. Encore un des syndromes parkinsoniens avec un syndrome akinétorigide asymétrique. Vous allez voir que la symptomatologie clinique va varier d'un patient à un autre et on va organiser les différents types d'AMS en 3 clusters différents. Celui où le syndrome parkinsonien va prédominer, donc le AMSP, celui où ce sera plutôt un syndrome cérébelleux, AMSC, et celui où la dysautonomie va être majoritaire, AMSD. Comme ce serait beaucoup trop simple s'il n'y avait uniquement qu'un syndrome akinétorigide, l'AMS
peut aussi donner des signes pyramidaux. Donc il va falloir y penser quand vous aurez un tableau clinique associant des signes pyramidaux et extra-pyramidaux. Il n'y a pas beaucoup de diagnostics qui peuvent donner ça. Ça peut aussi donner des troubles posturaux avec, à ne pas confondre, ici on a un antécolis. Elle peut donner aussi des chutes précoces. Un patient avec une maladie de Parkinson idiopathique évoluée, donc quasiment en bout de course, va chuter, ça c'est inévitable. Mais par contre, si vous avez un patient jeune où vous avez diagnostiqué récemment une maladie de Parkinson et qui commence à chuter au bout de, allez, 1 ou 2 années d'évolution, c'est absolument pas normal. Et ça doit vous alerter. Concernant les signes de dysautonomie, ils peuvent être assez variés. Ça peut aller de la simple hypotension à l'hypotension sévère jusqu'à l'impuissance. Alors maintenant, on commence tous les syndromes parkinsoniens atypiques dont le syndrome actinétorigide va être asymétrique. J'ai préféré commencer par la démence cortico-basale ou la dégénérescence cortico-basale. Elle a une symptomatologie extrêmement riche, rien que par ses troubles moteurs, comme vous le voyez. Dès qu'on va vous parler de myoclonie d'un membre et des troubles de l'équilibre précoce, il va falloir se méfier. Mais surtout, l'apraxie. C'est vraiment le trouble principal. Il s'agit d'une difficulté dans les mouvements volontaires ou sur une imitation, par exemple, alors que le patient connaît parfaitement le geste. Il connaît parfaitement le déroulement de ce geste. Ça a touché aussi bien les membres, donc ça a provoqué des troubles gestuels, donc une apraxie motrice, que la partie bucco-faciale, entraînant des troubles de la parole, une apraxie bucco-faciale. Ça va aussi donner pas mal de troubles cognitifs, avec notamment un syndrome dysexécutif. Donc votre patient aura des difficultés à planifier un mouvement ou une action. Un grasping réflexe, c'est typiquement des éléments qu'on retrouve dans un syndrome frontal, ainsi que une main étrangère. Je vous l'ai mis en rouge parce que à partir du moment où on vous dira main étrangère, ça ne peut pas être autre chose qu'une DCB. Le patient va avoir l'impression que sa main, du côté le plus touché, ne lui appartient absolument pas. Alors pour ceux qui ont vu le film Seul au monde avec Tom Hanks, on va passer maintenant à la maladie de Wilson. Bon, promis, c'est la dernière fois que je fais un cri comme ça. La maladie de Wilson est une maladie autosomique récessive. Le gène en question est l'ATP-B7. Je vous mets ça parce que je trouve ça parfois dans certains QCM. Au moins comme ça, vous l'aurez en résumé. Et ça va coder la céruléoplasmine. Comme vous le savez, la céruléoplasmine se charge du transport du cuivre. Donc, on va revenir sur la physiopathologie pour que vous compreniez un peu toutes ces questions qu'on va vous poser sur les désordres biologiques. Qui dit pas de céruléoplasmine dit pas de transport du cuivre. Pas de transport du cuivre dit captation hépatique. Et sauf qu'au bout d'un moment, le foie, il en a marre, il est surchargé, donc on passe d'une captation hépatique à extra-hépatique. Une fois que votre foie a lâché, ça commence vraiment à devenir grave. Donc, il y a une baisse du cuivre sérique total, extrêmement bien écrit. Il y a aussi une baisse de votre céruléoplasmine, je vais la marquer juste comme ça. Et par contre, il y a une augmentation de votre cuivre sérique libre. Vous me suivez? Et il y a aussi une augmentation du cuivre urinaire libre. Pourquoi? Votre céruléoplasmine n'existe plus, donc tout votre cuivre va être capté par votre foie. Donc votre cuivre sérique total et votre céruléoplasmine vont être complètement abaissés. Maintenant, pour que le foie puisse capter votre cuivre, ça veut dire qu'il existe une portion libre. C'est pour ça que la portion libre est augmentée et que votre portion urinaire libre est elle aussi augmentée, car le foie ne peut plus tout capter. Ça va donner pas mal de signes, notamment cette dystonie focale du rire sardonique. J'ai pris cette vidéo juste pour vous montrer à quoi ressemble un rire sardonique, un peu en montrant les dents, mais aussi des tremblements posturaux et intentionnels en battement d'ailes. Au niveau des troubles psychiatriques, ça peut aller d'un simple changement de comportement à des hallucinations carrément. Chez les patients jeunes, ça peut commencer par des altérations des performances scolaires, donc y penser sur un dossier de pédopsie par exemple, et évidemment pas mal de troubles hépatiques, rien que la cirrhose. On finit enfin par la démence à corps de Lewy, qui elle aussi donne un syndrome parkinsonien asymétrique. On retrouve à l'anapathe les corps de Lewy dans cette pathologie, la démence à corps de Lewy, mais aussi dans la maladie de Parkinson idiopathique. Donc faites attention. Dans cette pathologie, on a des troubles cognitifs d'apparition beaucoup trop précoces par rapport à une maladie de Parkinson idiopathique, avec notamment des hallucinations. C'est assez caractéristique de cette pathologie. Une dysautonomie, cette dysautonomie on peut aussi la retrouver, je vous rappelle, dans la MS par exemple, mais surtout une hypersensibilité aux neuroleptiques, qui vont être complètement contre-indiqués dans cette pathologie. Voilà, c'est tout pour les syndromes parkinsoniens atypiques. J'espère que ça vous a plu. C'est assez long et rébarbatif, il y a beaucoup de données à apprendre. Donc je vous conseille de les apprendre diapo par diapo et ensuite de vous tester ou de faire des petits quiz avec vos potes. Oui, c'est assez marrant pendant la pause.
Et petit à petit, vous verrez que ça va rentrer. Surtout, n'hésitez pas à faire plein de QCM là-dessus, plein de dossiers, parce que c'est vraiment ça qui fait rentrer les données. Bon courage à tous, à toutes!